Mesdames et messieurs, bonjour. Vous assistez cet après-midi au troisième webinaire qui s'inscrit dans la dynamique Summit for Good et qui donc se déroule sur plusieurs séances avec un point en mire juste en octobre. Et donc, on est ici dans les locaux de la Technopole à Lannion et Estelle va nous faire une présentation du Summit et de pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, ravie de vous accueillir pour ce troisième webinaire. Donc, on est ravis, vous êtes plus de 320 à vous être inscrits à cette super dynamique qu'on est très fiers aujourd'hui de concrétiser. Donc, c'est une action que l'on a imaginée avec Orange il y a à peu près un an. Et donc, aujourd'hui, ça se concrétise par ces trois webinaires. Donc, comment cette dynamique va se dérouler? Donc déjà, ce troisième webinaire aujourd'hui pour vous parler des enjeux de la Tech for Good. Et donc, on aura au travers d'une table ronde aujourd'hui l'occasion d'échanger sur les différentes technologies qui peuvent être des solutions pour trouver des innovations pour l'intérêt général et le bien commun. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Alors, du coup, voilà, je me présente, donc Estelle Piraval, je suis directrice de la Technopole Anticipa. Aujourd'hui, j'interviens à différents titres, au titre de membre de la French Tech Brest Plus, qui est une dynamique de l'Ouest breton, impliquant les technopoles de Brest, Lannion et Quimper. J'interviens également au titre de 7 technopoles de Bretagne, donc nous sommes 7 technopoles à œuvrer pour l'accompagnement à la création et au développement de l'innovation en Bretagne. Et puis également donc au titre de la Technopole Anticipa, qui est la technopole qui œuvre sur le territoire de Lannion et de Guingamp. Donc, quelques éléments sur la dynamique Tech for Good et Summit for Good. Donc, trois grands éléments clés. Donc, des conférences, on le disait, 3 webinaires, donc avec aujourd'hui un descriptif des technologies au service de la Tech for Good. Des ateliers, donc à partir du 2 juillet, vous allez pouvoir vous inscrire sur dès aujourd'hui, vous inscrire à des ateliers qui auront lieu le 2 juillet pour vous aider à brainstormer, à faire l'idéation et à imaginer des idées qui peuvent répondre aux enjeux d'intérêt général et de bien commun. Ensuite, le deuxième pan, c'est une plateforme. Donc, une plateforme qui vous permet de déposer des projets, mais aussi de déposer des compétences. L'objectif, c'est de faire se rencontrer à la fois des technophiles, mais aussi des néophytes, partir des idées, faire se rencontrer les idées avec des technologies. Et donc, sur cette plateforme, vous pouvez déposer des projets, mais vous pouvez aussi déposer des compétences. Un petit élément sympa de cette plateforme, c'est elle est développée par une start-up qui est elle-même Tech for Good, qui s'appelle Local for People. Et 2, pour chaque projet déposé sur la plateforme, c'est un arbre planté. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, la Tech for Good est à portée de main. Alors, sur la slide suivante, du coup, vous présentez que, au-delà des webinaires et de cette plateforme, la concrétisation de tout cela, c'est un challenge de 30 heures, où on va vous permettre, pendant 2 jours, de travailler à votre idée, de la concrétiser et de travailler un pitch que vous pourrez présenter lors du jury final qui aura lieu le 3 octobre à Perros-Guirec. Durant ces 2 jours, on associera aussi des moments de convivialité. Vous pourrez y participer dans un endroit exceptionnel, donc à Perros-Guirec, face à la mer. Peut-être même faire du paddle pendant cette journée, puisque l'objectif, c'est bien d'associer de la créativité, mais aussi avec de la convivialité. Pour cela, il faut être sélectionné. Pour être sélectionné, il faut que vous ayez déposé des projets sur la plateforme ou par mail avant le 14 septembre, pour une sélection des projets le 22 septembre et une participation donc les 2 et 3 octobre. Donc, le jury final se réunit le 3 octobre. Vous pitcherez pendant quelques minutes votre projet et le jury remettra 4 prix. Un premier prix Tech for Good pour récompenser un projet entrepreneurial associant de la tech à cet objectif d'intérêt général et bien commun. Un objectif ESS for Good, donc toujours à base de tech, mais avec un fort ancrage économie sociale et solidaire, donc récompensera d'un 2e prix de 3 000 €.
Un quatrième prix est envisagé pour l'intrapreneuriat. L'objectif aussi est de faire naître de l'innovation dans les grandes entreprises, dans les grandes ou les moins grandes d'ailleurs, mais de l'innovation au travers des salariés des entreprises pour avoir cette vision for good au sein des entreprises existantes. Donc pour ce prix-là, c'est un prix autour d'une adhésion à CleanTech Open France. Et enfin, un dernier prix qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'elle concerne les jeunes, c'est le prix lycéen. Ce prix lycéen donc, sera récompensé d'un accès au Fab Lab de Lannion avec la possibilité d'une dotation pour les consommables. Donc voilà, je vous encourage vivement à participer à cette belle dynamique, à nous aider à changer le monde, à faire en sorte que les innovations puissent permettre le monde meilleur auquel on aspire tous. Donc voilà, je vous remercie. Puis moi, je vais vous laisser pour la suite et en espérant que ça puisse vous donner quelques clés sur les technologies qui peuvent vous inspirer. On a une vidéo de Cédric O qui voulait s'exprimer sur le sujet de l'innovation technologique et numérique. On va l'écouter. On vit une période historique en ce moment, qui est celle de la crise du Covid-19. Elle a des conséquences qui peuvent être terribles. C'est vrai en termes sanitaires, c'est vrai en termes économiques, c'est vrai même en termes démocratiques peut-être. Mais toutes les crises sont aussi des opportunités. Et on sent que ça avait déjà commencé à monter avant la crise du Covid-19, mais plus que jamais, les gens n'ont pas envie de repartir du même pied qu'avant la crise. Et donc je pense que pour les entrepreneurs, pour les innovateurs, pour les entrepreneuses qui travaillent dans ce domaine-là, dans le domaine de la tech for good, c'est une opportunité historique. Il faut trouver les marchés, il faut trouver le momentum qui permettra cette fois-ci de passer à l'échelle, parce que je pense que c'est tout ça le fond, c'est maintenant il faut passer à l'échelle. Et je pense que l'opportunité, elle est historique et que les mois à venir sont des mois de très grande opportunité pour toute la tech for good. Vous m'entendez? Expérience. Et donc, on a, oui, Monsieur Botorel qui est en lien avec nous et qui va s'exprimer en donnant quelques mots. Monsieur Botorel, vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Je ne me vois pas, mais je vois une photo noir et blanc de moi. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de passer et d'être en vidéo. Mais à défaut, je vais dire quelques mots, puisque c'est ça qui est attendu. Et Cédrico vient de le rappeler à l'instant, il y a un contexte tout à fait particulier au niveau national, au niveau international. Rendez-vous compte, la moitié de l'humanité a été confinée. Un certain nombre de cartes sont redistribuées. Alors, il est bien évident que j'avais préparé quelque chose, puisque vous m'avez fait l'amabilité de me convier pour faire l'ouverture après le secrétaire d'État, et c'est bien normal, de cette magnifique impulsion, de ce magnifique mouvement dont les Bretons ont parfois le secret. Donc, je veux saluer Muriel, Estelle, je veux saluer bien évidemment Arnaud, David, Ina et Alain. J'en connais un certain nombre d'entre vous et on a l'habitude de se côtoyer. Je vais vous faire un propos assez large et puis peut-être après partir sur quelques réalités de terrain, en tout cas de choses que l'on a pu ressentir au niveau national et au niveau local. D'abord, faut-il rappeler que Tech for Good, c'est pour accélérer le bien commun. Les mots ont un sens. Et longtemps, le numérique a pris ses origines avec des promesses qui étaient des promesses d'un monde meilleur. Parfois, d'ailleurs, pour l'exprimer avec une formulation négative, il ne fallait pas que ce soit le diable. Et on sent aujourd'hui que sur la partie numérique ou sur la partie des innovations numériques au sens large, il y a cette nécessité de renouer avec la promesse originelle qui était de faire en sorte que le numérique puisse apporter le bien commun, même si un certain nombre d'acteurs privatisant une partie de l'Internet, j'entends trop souvent que l'Internet est ceci ou l'Internet est cela, laissons l'Internet tranquille, c'est bien souvent un certain nombre d'acteurs avec des plateformes privées qui s'expriment, avec des consommateurs ou des acteurs ou des utilisateurs en masse qui trouvent l'expérience plutôt sympa. Ces acteurs-là ont développé un certain nombre de services qui sont pas totalement au rendez-vous de ce que l'on pourrait appeler le bien commun. Je ne vais pas ici palabrer sur la haine en ligne, d'autres tentatives de déstabilisation de démocratie ou de processus électoraux, mais on le voit bien, le numérique n'est pas tout à fait à la hauteur, en tout cas des promesses qu'il avait engendrées à son origine, un petit peu à Lannion, un petit peu du côté de San Francisco, et aujourd'hui avec des représentations et des cas d'usage qui sont multiples, et on va le voir tout à l'heure. C'est vrai que l'industrie technologique est régulièrement questionnée sur les impacts sociétaux et il n'est pas toujours évident de faire la part des choses. D'un côté, les technologies
sont souvent présentées comme des réponses essentielles à la résolution des défis sociétaux et environnementaux de notre époque, et elle vient d'être rappelée. Mais en même temps, elles sont confrontées, par exemple, à l'importance de rejet de CO2 émis par les centres de données, à l'absence de parité homme-femme dans ces équipes, ou encore à l'utilisation ou manque de protection de données personnelles des utilisateurs. Je ne vous l'illustre pas avec les sujets du moment, où je pourrais le faire dans des mots très courts. La 5G d'un côté qui va surconsommer, les data centers à proximité, des antennes qui vont se multiplier, tout ça pose des questions. Quant à la protection des données, nous avons eu un exemple criant il y a peu, mobilisant une application française sur le traçage, qui n'était pas un tracking, mais était un traçage, très demandé par la communauté scientifique et très décrié par un certain nombre de défenseurs, parfois mal éclairés ou mal informés, de la portée même de cette application. En introduisant une réécriture de l'article 1833 du Code civil donnant la définition juridique de l'entreprise pour y ajouter l'intérêt social et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, la loi Pacte, qui a été adoptée il y a quelques mois, est venue rappeler quelque chose d'essentiel. Les entreprises, vecteurs incontournables de progrès, car contributeurs naturels à la prospérité et lieux de socialisation par la richesse, l'être ensemble, sont sociales par définition et leur processus de création de richesse élève la valeur sociale au rang d'indicateur fondamental de leur performance. Pour de nombreuses entreprises, ce progrès suppose d'évaluer les conséquences, autrement dit l'impact, vous allez en parler, de son activité en matière sociale et environnementale. Mais pour les entreprises de la tech, ça signifie probablement plus. Tout le monde s'accorde à dire que l'atteinte des objectifs de développement durable repose en effet plus que jamais sur la mobilisation de l'innovation et des technologies, en particulier numériques, mais aussi photoniques, puisque nous sommes à Lannion, au service de biens communs. Cloud, blockchain, intelligence artificielle, impression 3D, IoT, drone, ces technologies clés n'ont pas été conçues dans cet objectif, mais sont pourtant aujourd'hui au cœur du Tech for Good. Et pour certaines entreprises de la tech, il s'agit de pivoter leur modèle, pour d'autres, de mettre leurs outils au service de ces objectifs sociaux et environnementaux. Et pour de nombreuses startups en particulier, il s'agit de leur cœur de métier. Tout ça, ce n'est pas une découverte pour le bassin léonnais et pour le bassin breton. Moi, je me félicite que lorsque vous délivrez vos vœux, vous puissiez le faire avec l'ADES, avec la CCI, avec l'ADIT, bien sûr, et qu'il n'y ait plus cette vision sectorielle des choses et verticales qui font que les mondes ne se parlent pas au motif qu'ils ne prennent pas leurs origines aux mêmes endroits ou que la portée de leur cas d'usage ne se traduit pas par des choses tout à fait communes. Le Tech for Good, c'est aussi la capacité qu'a l'ESS de passer à l'échelle. On le sait bien, aujourd'hui, les effets de réseau portés par le numérique permettent, entre autres, de toucher un public beaucoup plus large, d'offrir aux entreprises qui investissent ces champs-là, de toucher une cible là aussi plus large. Et cette conjonction, elle est naturellement portée, je le sais, par beaucoup d'entre vous à Lannion, et je m'en félicite, et je m'en fais souvent l'écho lorsque je rencontre mes interlocuteurs de rang national ou internationaux. De ce point de vue, Lannion reste singulier. Il y a encore beaucoup à faire. Et nous sommes aussi dans un temps particulier, à la fois national, mais aussi très local, je ne peux pas l'ignorer. Mais comme Cédric, moi, je ne veux pas voir le verre à moitié plein d'un point de vue totalement naïf. Mais je ne fais pas partie de ces conservateurs qui considèrent que le futur s'écrit dans le passé. Je ne fais pas partie de ces révolutionnaires qui pensent que se soustraire du présent, c'est la meilleure façon d'écrire le futur. Je fais partie de ceux qui pensent que modestement, le progressisme, qui soit incarné ici ou par d'autres, est de nature à étendre les champs qui sont ceux que nous avons dans le champ présent. Le champ présent, je vous ai quitté, non, je vous ai rejoint plutôt en quittant un débat que nous avions au sein de la Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable avec un certain nombre d'acteurs de la Convention citoyenne. Une façon tout à fait innovante et moderne d'aborder les sujets. Et il est probablement nécessaire que ces modalités de fonctionnement avec la population et les citoyens soient de nouveau renouvelées. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'une partie des propositions qui soient sorties de cette convention citoyenne soient mises au référendum, ce qui est pour moi l'aboutissement le plus naturel de la démarche qui se veut à côté de la démocratie représentative, enrichissant la démocratie représentative. Sur le Tech for Good, on peut l'illustrer, je prendrai bien un certain nombre d'exemples. L'ONU cite un certain nombre de choses sur les bienfaits que pourrait apporter le Tech for Good. Je sais sur notamment les compteurs d'eau, sur le covoiturage, sur la capacité de réunir les uns et les autres. Et je laisse là libre cours. Il ne s'agit surtout pas à l'État de donner les guidelines et les endroits où il faut aller. C'est au contraire de l'innovation territoriale, de l'innovation de celles et ceux qui savent qu'il faut que naissent demain les services qui seront adoptés et largement adoptés
par les concitoyens et pour le bien de l'humanité. Mais réfléchissons un instant du gap technologique qui a été franchi pendant l'épisode Covid. Près de 8 millions de personnes, du salarié qui se sont mis en télétravail. 1 million d'étudiants bretons qui se sont mis en télééducation. 1 million de téléconsultations sur une semaine d'avril, alors qu'en 2019, nous en recueillions 60 000. On a fait x100. On est rentré sur le podium, la France, des pays qui recourent à la télémédecine, plutôt à la téléconsultation, parce que la télémédecine, le champ est beaucoup plus large. Il y a des choses qui vont perdurer, il y a des choses qui vont retrouver leur endroit naturel. Moi, je ne fais pas l'apologie du télétravail, ça pose un certain nombre de questions d'ordre sociaux, sur le dialogue social, sur l'implantation sociale, sur la hiérarchie, sur la manière dont la reconnaissance peut s'opérer dans l'entreprise. Mais ces mondes nouveaux qui restent à explorer par nécessité, pour certains, vont rester, vont perdurer. Et il s'agira pour les législateurs, en l'occurrence, en France comme en Europe, d'adopter et d'adapter la régulation et la législation de sorte de ne pas contraindre ce qui est la vertu d'un certain nombre d'usages nouveaux pour le faire revenir à des dispositifs qui ont trouvé leurs limites assez naturellement parce qu'il a fallu, là aussi, prendre des décisions radicales par rapport à cet épisode Covid. Ce que je pense de l'épisode Covid, d'ailleurs, et je reviendrai ensuite, bien évidemment, au sujet clé, qui est celui du Tech for Good, c'est que il nous fait toucher du doigt ce que sont des menaces que parfois certains veulent bien, pour lesquelles certains veulent bien attirer notre attention. Je pense à certains sujets sur les cybermenaces. Réfléchissons un instant sur le fait que finalement, la Covid nous donne à toucher du doigt ce que pourrait être une attaque cyber systémique, parfaitement exécutée, et qui toucherait ces cibles et qui réduirait à néant les capacités de production. On en sort avec aujourd'hui 500 milliards. J'étais hier à l'Assemblée nationale pour voter d'autres dispositions, 15 milliards de plus. Tout le monde a le sentiment qu'aujourd'hui, mais parce que le président de la République l'a dit, c'est quoi qu'il en coûte, nous allons bien évidemment protéger la santé, protéger notre économie, relancer notre économie. Si c'est une fois tous les 15 ans, on saura trouver les moyens. Soyons honnêtes et disons-nous les choses franchement. Si c'est une fois tous les mois, ça va être compliqué. Et donc, il faut se préparer à ce genre d'effet pour d'abord éviter qu'il puisse se produire et ensuite se retrouver armé pour pouvoir de nouveau rebondir. C'est là que Tech for Good, à côté et en même temps tellement dépendant du reste de la tech, doit trouver sa place pour pouvoir promouvoir des solutions innovantes qui viennent pour le bien de l'humanité et pour le bien des utilisateurs. Chez nous, ça va dire quoi? Quand je dis chez nous, ici dans les Côtes-d'Armor, des choses autour de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture, et ça va mobiliser, je me tourne vers David, aussi bien le numérique que la photonique. Capter la saturation en ammoniac dans une porcherie, c'est aussi important à la limite que de mettre des robots de traite pour les vaches laitières. Et il va falloir continuer à investir sur ces sujets, avec un paradoxe que vous allez devoir traiter, vous et tous ceux qui écoutent le mouvement venu, c'est celui de ne pas sombrer dans une forme de solutionnisme technologique, que certains nous reprocheraient, en considérant que la société de demain ne peut pas être résumée simplement à une suite d'applications que l'on aurait chacun sur son smartphone, ignorant ainsi ceux qui n'en ont pas, ignorant ainsi ceux qui sont privés de connectivité, mais en même temps nécessaires, parce que des services nouveaux vont naître et qu'il faut en accepter que cela puisse s'accompagner d'un certain nombre de modernisations d'infrastructures et d'infrastructures nouvelles. C'est tous les débats que nous avons à l'Assemblée nationale, auxquels personne ici n'est insensible. Celui de la 5G en est un révélateur. D'un côté, des partisans d'une accélération, au risque, sinon au risque de voir la France se voir déclassée du reste du monde dans la compétition, parce que des cas d'usage sur la e-santé, sur l'industrie 4.0 ne demandent qu'à poindre. Et de l'autre, certains qui expliqueraient que les antennes sont des nids de pangolins et que le mouvement venu, il ne faut surtout pas déployer la 5G, qu'elle est forte consommatrice d'énergie, ce qui est vrai, moins que la 4G, mais que par principe, puisqu'il y aura une spécificité de data center dans la capillarité des réseaux, alors on aura effectivement des éléments accrus. Il est important que la puissance publique, que les sachants, c'est-à-dire vous, puissiez faire la démonstration en remettant la science au milieu du village, non pas l'Église. L'Église, il n'y a pas grand-chose, mais la science au milieu du village, qu'un
un certain nombre de ces innovations ne sont pas ce que certains veulent décrire en imaginant, encore une fois, que le meilleur monde de demain, c'est plutôt celui que nous avions avant. Je ne veux pas être beaucoup plus long, vous m'aviez donné 10 minutes, je pense que je les ai largement consommées. J'ai adapté quelque chose, j'avais préparé quelque chose dans la perspective de ce rendez-vous, et vous imaginez bien que je l'ai un peu adapté par rapport à l'actualité. Mais le simple fait de vous voir vous mobiliser, d'être suivi par 46 participants sur cette session, mais aussi bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Zoom. C'est un encouragement formidable pour les politiques que nous sommes à rénover nos pratiques, à faire confiance dans les expériences territoriales et à être toujours et plus encore et plus que jamais à votre écoute, parce que c'est vous qui nous direz ce dont vous avez besoin et c'est à nous de vous délivrer ce dont vous avez besoin pour faire en sorte que innovons ensemble pour une société durable, c'est-à-dire ce que vous avez affiché en fond sur le mur du local qui vous accueille, soit quelque chose qui se traduise par des réalités qui soient ressenties par le plus grand nombre de nos concitoyens et de ne laisser personne sur le bord de la route. Ouais, je n'ai pas été très dans le détail du sujet Tech for Good, j'aurais tellement aimé, mais vous allez faire bien mieux que moi. Et je pense que vous attendiez avant tout un témoignage de soutien et d'amitié, parce que c'est ça qui nous lie avant tout. Passez une excellente journée et une bonne session Zoom à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur Botorel. J'ai oublié de rappeler en tout début que si jamais vous rencontriez des soucis techniques, messieurs, mesdames les participants, et que vous vous retrouviez déconnectés, si vous avez reçu le mail de confirmation de participation, vous devriez aussi avoir le lien vers la chaîne YouTube. Donc, ça pourrait s'avérer intéressant si jamais la connexion devait s'arrêter avec le Zoom. Et si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A de Zoom. N'utilisez pas les chats, on ne pourra pas gérer par chat. Mais par contre, la session Q&A sera regardée et vous pourrez vous exprimer via celle-ci. Voilà. Donc, je reviens, excusez-moi. Donc, à Lannion et dans le Trégor, terre de technologie for good, nous avons ici des sommités, oserais-je dire, dans des technologies assez spécifiques. Et donc, je vais leur demander de se présenter puisqu'elles ont des domaines assez précis. Donc, je crois qu'on commence, je vais prendre ma fiche par Monsieur Arnaud Martin, qui est professeur d'université à Rennes 1 et aussi responsable d'équipe à l'IRISA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre domaine à vous et ce que c'est que l'IA, s'il vous plaît? Alors effectivement, l'IA, donc fait partie, enfin, dont mes recherches font partie de cette thématique. Alors l'IA, déjà, ça veut dire intelligence artificielle. Et si on doit en donner une définition, je pense qu'on en aurait beaucoup. Alors, si on revient, et donc même les spécialistes ont un peu de mal à donner une définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, si on revient à l'origine de ce terme qui donne un certain nombre d'années, l'intelligence artificielle, c'est lorsque la machine fait croire, en tout cas pour la personne qui interagit avec une machine, on a l'impression que derrière, c'est un homme qui communique et qui interagit. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de l'intelligence artificielle, pour créer cette impression-là, il faut écrire des algorithmes. Donc ça, c'est les hommes qui vont écrire les algorithmes, qui vont implanter cet algorithme dans la machine. L'écriture de l'algorithme, c'est là où est l'intelligence. Une fois que l'algorithme est implanté dans la machine, il n'y a plus que l'artificiel. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle n'existe pas. D'accord. Voilà pour une définition. Vous allez quand même pouvoir vous exprimer. Je reviendrai après plus en détail sur certaines choses. Je vous remercie. On a aussi Monsieur David Méchin, directeur de Photonics Bretagne. Alors, Monsieur Méchin, la photonique, c'est quoi? Alors, la photonique existe déjà. Ouais, c'est bien. Par rapport déjà une première nuance. Donc, la photonique en un mot, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément très bien connu du grand public de manière générale.
Alors, on parlait beaucoup d'optique, à un moment donné, de technologie optique, voire d'optronique. Maintenant, depuis une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, le terme photonique s'impose pour définir toutes les technologies qui sont liées, donc, on va dire, à la lumière, c'est-à-dire des technologies qui vont permettre soit d'utiliser la lumière pour transporter de l'information. Donc ça, c'est les télécommunications optiques que tout le monde, je pense, connaît avec les réseaux de fibre optique. On peut aussi utiliser de la lumière pour capter de l'information. Donc ça, c'est tout ce qui est capteur optique. On peut envoyer, par exemple, un laser sur un élément chimique, biologique, et puis voir la réflexion de la lumière pour essayer d'analyser le média en question. Et donc, on peut aussi utiliser de la lumière pour, par exemple, découper. Et ça, c'est les lasers qu'on connaît aussi, soit les lasers de découpe qui vont découper de la tôle ou des choses beaucoup plus fines, ou ça peut être aussi un laser qui va être utilisé dans l'ophtalmologie ou dans le milieu médical. Donc, grosso modo, la photonique, il y a un gros lien, en tout cas sémantique, avec l'électronique. L'électronique, tout le monde connaît. On a juste remplacé l'électron par le photon, c'est-à-dire l'électricité par la lumière. Donc après, il y a un niveau d'application touché par la photonique qui est assez similaire au niveau d'application de l'électronique qu'on retrouve de l'agroalimentaire au spatial, en passant par la santé et j'en passe. Très bien, je vous remercie. On a aussi avec nous sur le plateau Madame Elina Deleva, qui est responsable d'équipe d'intégration 5G chez Nokia. Alors la 5G, Madame Deleva, qu'est-ce que c'est? Alors pour donner un petit historique avant d'arriver à la 5G, moi personnellement j'ai travaillé d'abord dans le domaine de la 3G qui a introduit l'Internet mobile. Après, j'ai fait de la validation sur la 4G qui, elle, a normalisé un petit peu tout le réseau cellulaire et qui a permis de mettre en place des services de voix ou de données sur IP. Et on a observé aussi l'émergence des objets connectés, de l'IoT, Internet of Things. Et aujourd'hui, donc, j'encadre une équipe qui valide des fonctionnalités 5G. Et donc, avec la 5G, on arrive aujourd'hui à avoir des débits beaucoup plus importants. Mais aussi, sur le même réseau, on arrive à intégrer aussi bien les mobiles que les objets connectés, mais de façon plus technologiquement parlant, de façon plus sereine. Avec la 4G, en fait, on avait prévu la 4G pour beaucoup plus de débit, beaucoup plus de connexion, mais on n'avait pas forcément prévu l'émergence de l'IoT et des objets connectés. Et eux, par contre, ils demandent des débits très faibles, donc il a fallu remodeler toute la norme 4G. Et la 5G apporte justement une normalisation de toutes ces technologies. Très bien, je vous remercie. Et notre dernier participant, M. Alan Fustek, président de Goodwill Management et fervent défenseur du low-tech. Voilà. Et donc, il est ici en particulier pour le low-tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qui vous êtes et le low-tech, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc oui, effectivement, je dirige un cabinet de conseil en développement durable que j'ai créé il y a 18 ans. Et donc, moi, je suis engagé corps et âme dans le développement durable. Donc, dans le Tech for Good, je suis à fond sur le good. Voilà. Et je dirige aussi, c'est important de le dire, le premier label français d'entreprises engagées dans la RSE. Voilà, on a 700 entreprises qui sont très fortement engagées dans le développement durable. La RSE, c'est la même chose. Et depuis quelques années, je me passionne, comme je suis un entrepreneur, j'entreprends, dans le domaine des low-tech. Voilà. Alors, les low-tech, c'est les basses technologies. Donc, c'est la recherche des solutions les plus simples pour obtenir un service donné. Voilà. Donc, faire beaucoup avec peu, c'est ça le principe des basses technologies. Et donc, peut-être que je suis un opposant de ces messieurs-dames. Et peut-être pas. Forcément. Et peut-être pas. Voilà. Complémentaire. Voilà, complémentaire. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va voir comment vous allez pouvoir tous réagir les uns avec les autres. Merci à tous. Pour débuter, je vais rebondir sur ce que disait M. Botorel tout à l'heure quand il évoquait la Covid, la pandémie et l'impact que ça a pu avoir sur la société. En préparant cette table ronde, j'ai discuté avec tous les intervenants
on a vu émerger une nouvelle société. La société a changé, elle a évolué. Et donc, est-ce que vous pourriez, peut-être tous ou pas forcément, vous exprimer sur ce que vous avez vu arriver comme nouveaux comportements ou manière de changer dans leur style de vie des personnes qui, pour le coup, étaient confinées, voire au moment du déconfinement? Quelqu'un, peut-être Madame Deleva? Moi, je peux témoigner de l'expérience que j'ai eue. Donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain tous à télétravailler. Donc déjà, c'est une expérience humaine parce qu'il faut apprendre à travailler tout seul derrière son écran. Mais ça s'est plutôt bien fait parce qu'on a accompagné toutes les personnes et ça a été accepté en tant que comportement humain. Après, d'un point de vue technologique, donc on était tous connectés via Teams, pas forcément Zoom, mais plutôt Teams et des outils. Des outils équivalents de toute façon. Oui, qui demandent pas mal de bandes passantes pour les réunions. Ça s'est plutôt bien passé. Certains étaient connectés en ADSL, fibre, 4G. Par contre, on a eu certaines latences, donc certaines... comment dire? Et oui, madame, qu'est-ce que c'est que la latence? La latence, c'est la vitesse à laquelle on peut se connecter d'un point à un autre et la réponse qu'on peut avoir en retour. Et du coup, on a eu des latences sur le réseau, donc parfois ça a retardé certaines applications. Donc il a fallu couper le son, couper l'image plutôt, pas le son. Mais ce sont justement ces aspects technologiques qui, avec la 5G, on se disait ça justement, avec la 5G, normalement, étant donné les débits et les latences améliorées, on devrait, dans un cas similaire que le confinement qu'on a vécu, on ne devrait pas être... donc, sur des réunions où on pouvait avoir des saccades ou carrément des personnes coupées, normalement, on devrait... se retrouver avec plutôt tout le monde toujours connecté et donc faciliter. Ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, mais... Pas seulement les réunions, mais aussi les échanges, les connexions à des serveurs où on a observé un petit peu de retard. Et du coup, bon, ça ne nous a pas gênés, parce qu'on a continué à travailler, les projets ont avancé, mais on a observé quand même un petit peu de retard. Très bien. Monsieur Méchin, Madame Deleva évoquait les demandes de réseau en termes Wi-Fi, optique, pardon. Est-ce que vous l'avez constaté de votre côté, plus de demandes, ou ça ne s'est pas vraiment vu pendant cette période-là, spécifiquement? Alors, je n'ai pas étudié les chiffres. J'imagine que forcément, il y a eu plus de débit et plus d'informations qui ont été échangées durant la période, mais ce qu'on peut voir par contre, c'est clairement ce que la technologie, pour le coup photonique, si on parle des réseaux en fibre optique, a apporté durant la période. C'est-à-dire que, voilà, il y a presque 20 ans, 25 ans, tout ce qu'on a vécu là n'aurait pas été possible parce qu'on n'avait tout simplement pas de réseau en fibre optique existant. Et donc là, on voit clairement un exemple concret de ce que peut amener la technologie pour le bien commun, sachant que sans la technologie entre guillemets photonique, mais bien sûr il y a la 5G et puis d'autres choses concernant les réseaux, on n'aurait tout simplement pas pu vivre ou travailler en fait. Donc c'est vraiment un exemple particulièrement important. Et le débit des réseaux de fibre optique augmente depuis plusieurs années. Parce que forcément, on a de plus en plus de besoins. Maintenant, on regarde de plus en plus de vidéos, plus de vidéos en haute définition. Puis certaines fois, voilà, quand on est chez soi, si on travaille, nous, on est en visio avec quelqu'un du travail, et puis on a notre enfant à côté qui regarde, qui joue un jeu vidéo en ligne. Et puis, on a quelqu'un d'autre à côté qui va regarder une télé à la demande en haute définition. Et donc, à un moment donné, tout simplement, ça ne passe plus. Donc, voilà. Donc, on voit à ce niveau-là ce que ça peut apporter. Ça va continuer justement de grossir. En tout cas, le débit va continuer d'augmenter dans les prochaines années pour justement supporter cette... On voit effectivement un déploiement de la fibre optique, en tout cas, un peu partout sur le territoire français, notamment pour pouvoir permettre
ce type de comportement. Et d'ailleurs, en termes de comportement, on en avait parlé, Monsieur Fustek, dans notre échange. Vous avez aussi constaté une évolution de la société en termes de comportement. En fait, ce qui s'est passé, je pense qu'on l'a tous un petit peu vécu. Ce qui s'est passé à partir du moment où le confinement a été prononcé, c'est pour tout le monde un grand choc émotionnel, un grand stress. Ça a été point de départ. Et je pense que pendant, allez, on va dire à minima une semaine, tout le monde était un petit peu assommé, quoi, en ne sachant pas très bien ce qui nous arrivait, combien de temps ça allait durer, à quel niveau c'était grave, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu sortir de cette période-là? Vous avez regardé comme moi les réseaux sociaux abondamment, puisque heureusement la tech était là pour qu'on puisse les regarder et qu'on puisse continuer de travailler, et en même temps on avait plus de temps pour ça. On a tous observé une explosion des aspirations pour le monde d'après. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient très fort, ce sentiment très largement partagé dans la population qu'il faut inventer le monde d'après. Et que le système économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui maximise la consommation à tout craint, ne peut pas durer éternellement. Tout le monde en a pris conscience. Voilà. Et c'est très fortement, enfin on pourra en parler un petit peu tous ensemble tout à l'heure si vous voulez, mais de mon point de vue, c'est très, très, très fortement partagé par l'essentiel de la population. À telle enseigne qu'à un moment donné, ça devenait un petit peu fatigant d'entendre toutes ces belles paroles sur le monde d'après. La réalité, bien sûr, alors qu'on sort du confinement, c'est que moi, je classe ça en 3 populations. Il y a la population de ceux qui disent « dépêchons-nous de rattraper le temps perdu ». Donc, on remonte sur la pédale de l'accélérateur à fond. Voilà. Il y a la population qui dit « comment je vais faire pour m'en sortir maintenant ?» Et celle-là, elle est importante. Et donc qui est dans une situation de survie très préoccupante. Et puis il y a la population qui dit, eh bien maintenant effectivement, il faut qu'on invente ce monde d'après. Alors elle est beaucoup plus petite que celle qui s'est exprimée, voilà. Elle est beaucoup plus petite que celle qui s'est exprimée, mais elle est beaucoup plus importante que celle d'il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. Voilà. Moi j'ai observé ça. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je retiens effectivement cette concentration. Alors, on ne va pas cacher ceux qui ne veulent pas changer ou qui veulent repartir là où ils étaient, mais on va plutôt se concentrer sur ceux qui veulent innover, puisqu'on est en plein dans le sujet. L'innovation autrement, peut-être, Monsieur Martin, on avait évoqué la qualité plutôt que la quantité. Peut-être vous pourriez nous en donner 2-3 mots. La qualité des données, hein, plutôt que la quantité des données. Alors peut-être qu'il faut que je revienne un petit peu sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que derrière, donc, les algorithmes qu'il y a pour les techniques d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on connaît surtout, c'est toutes les techniques d'apprentissage. Ce qu'on appelle aussi le deep learning, qui nécessite donc des quantités de données pour apprendre les algorithmes, apprendre un comportement. Vous pourriez nous donner, juste parce qu'on a peut-être des personnes qui ne connaissent pas non plus le deep learning, rappeler juste brièvement comment ça fonctionne par rapport à Alors, comment ça fonctionne? On a besoin d'une grosse quantité de données étiquetées, dont on connaît la vérité. Qui vont permettre d'apprendre en fait l'algorithme de classification, par exemple. Hein, donc, on donne plein d'exemples et puis ensuite, on va pouvoir présenter une nouvelle donnée que l'algorithme va pouvoir identifier en fonction de ce qui a été appris. Donc, derrière tout ça, c'est... on cache on cache tout ce qui est... Alors, en fait, en plus de ça, c'est effectivement le principe un peu du deep learning. C'est une boîte noire, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Les utilisateurs. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi? Donc, on l'a vu, effectivement, il y a eu un changement de comportement de beaucoup d'entre nous, de privilégier une consommation plutôt locale et de qualité plutôt que d'aller vers la quantité. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le mouvement est identique. Il y a un article récent de Facebook qui était intitulé
l'intelligence artificielle sera économe en données ou ne sera pas. Facebook est donc un des GAFA qui contient la donnée, qui a cette connaissance de l'ensemble de la donnée. Le problème qui se passe lorsqu'on apprend des algorithmes sur des grandes quantités de données, c'est qu'au final, le comportement de l'algorithme va être le même. Donc, il n'y aura pas grand-chose d'innovant. Donc, on va proposer des comportements similaires à un ensemble de personnes, que ça peut être pour de la consommation sur les plateformes qui ont été très consommées pendant le confinement, par exemple. Mais ça peut être aussi des indicateurs, des indicateurs pour d'opinion, pour influencer la population à penser d'une certaine façon. Et donc, on va vers une homogénéisation de la pensée par ces algorithmes. C'est ce qu'il faut bien voir. D'accord. Donc, moi, dans mes recherches, je privilégie plutôt la qualité à la quantité, donc plutôt le small data au big data, parce que c'est aussi un terme à la mode. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir une modélisation fine de la connaissance de nos données. D'accord, très bien. Je pourrais détailler plus tard davantage. Vous parliez donc de pertinence de données quelque part. Si on revient à notre grand thème de for good et donc de technologie for good, donc la pertinence des technologies, qu'est-ce qui, dans vos technologies à chacun, ou pas technologie d'ailleurs, pourrait justement se donner de for good? Alors justement, je me permets de rebondir, puisque juste sur le question chat, nous avons en fait une question pour Elina Deleva, justement sur en quoi la 5G pourrait concourir à des objectifs for good, réduire la latence, augmenter les débits, etc. Peut-il aider à sauver la planète? Sauver la planète, alors là j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple du smart grid qu'on appelle ça. Donc c'est en fait imaginons un immeuble qui soit connecté, donc avec plein d'objets connectés qui permettraient de réguler par exemple la température de l'immeuble. Il y a un appartement qui est vide, donc il n'a pas forcément besoin d'être aussi chauffé que l'appartement d'à côté, ou ce genre de choses. Toujours dans le domaine de la smart grid, on peut aussi évoquer les centres commerciaux et la climatisation. Pareil, là, on joue énormément sur la technologie, enfin sur l'énergie et globalement sur la planète. Oui, donc ce sont des technologies qu'on pourrait piloter ou en tout cas gérer via la 5G. Et je pense que c'est en ça que oui, en fait, on retrouve et qu'on répond à la question. Des capteurs qui permettraient de réguler en fait, la température. Monsieur Martin, oui, ça peut se faire aussi par la fibre. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Monsieur Méchard l'a expliqué tout à l'heure, on peut mettre des capteurs optiques, envoyer des lasers, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Après, dès qu'on capte, et ça rejoint un peu les données qu'évoquait Arnaud, ce qui est important dans beaucoup de situations, c'est d'avoir les données. Et donc, pour avoir les données, il faut un capteur performant. Et dans certains cas, en effet, les capteurs photoniques arrivent à détecter des choses qui sont indétectables par d'autres types de capteurs et donc peuvent amener derrière, lorsqu'on va analyser ces données et les traiter, à quelque part à faire du good parce que ces données vont être intéressantes pour résoudre des problèmes divers et variés. D'accord, très bien. D'ailleurs, je crois que par rapport à la période qui s'est passée et la détection du virus, il me semble que la photonique pouvait apparaître comme déterminante. Vous pouvez nous en donner quelques mots pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Oui, donc c'est vrai que lorsque le virus est arrivé, le virus et la maladie d'ailleurs, qui sont quelque part deux choses différentes, donc il y a pas mal de gens qui travaillaient déjà sur pas mal de technologies photoniques, soit qui pouvaient détecter les maladies, soit qui pouvaient les traiter. Et lorsque le virus est apparu, évidemment, ces gens-là ont switché un peu leur recherche et leur intérêt vers le virus et la maladie. Donc, par exemple, on avait des gens qui travaillaient dans le domaine de la
la désinfection par UV, par exemple, et donc ils ont essayé de voir justement si l'UV pouvait potentiellement désinfecter les surfaces comment dire, où se trouvait le virus. Et donc, a priori, il y a quand même un potentiel assez fort sur ce sujet-là. Et puis après, il y a tout ce qui est détection de la maladie et du virus dans différents domaines, que ce soit dans le sang, par exemple. Ça peut être de la détection de la fièvre aussi par des images thermiques et des caméras bien spécifiques. On peut aussi détecter, voire analyser, par exemple, lorsque quelqu'un éternue par laser, voir un petit peu les projections que ça peut faire. Et donc, en fonction de ça, on peut mettre les bonnes distanciations pour résoudre ça. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un champ qui s'est ouvert, en gros, de la photonique pour le Covid, enfin pour lutter contre le Covid, exactement. Et d'ailleurs, on a mis en place une lettre de veille assez rapidement à Photonics Bretagne, donc qui est ouverte à tout le monde, qui est disponible gratuitement sur Internet, et où on recense toutes les technologies photoniques qui vont permettre de lutter contre le virus et contre la maladie. Vous expliquez, donc je vais faire ma néophyte en termes de photonique, on peut détecter le virus via donc, les UV et donc les rayons sur une surface. Est-ce que ça peut marcher sur une personne ou c'est encore autre chose? Alors, c'est encore autre chose parce que au niveau UV, c'est plus le traitement que la détection. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses dans certains virus qui ne supportent pas l'UV, tout simplement. Donc, qui sont traités de cette manière-là. Donc, ça permet juste de désinfecter les surfaces. Évidemment, l'UV, je sais qu'il y a un président américain qui parlait d'envoyer l'UV chez tout le monde par des sondes. Donc, ça, c'est pas recommandé, clairement, parce que c'est l'UV pour le corps humain est quand même assez néfaste. Il faudrait des zones, des voilà. Donc, mais par contre, sur des tables, sur des supports divers et variés qui ne sont pas biologiques, on peut utiliser potentiellement cette installation. On ne pourra pas dire qu'à un moment, on va à la fois bronzer et en plus se débarrasser de virus. C'est ça. Après, il faut une dose d'UV, je pense, supérieure à ce qu'on peut trouver dans les endroits où on bronze pour vraiment tuer le virus. Donc, il faut des doses beaucoup plus importantes et ces doses-là sont pour le coup néfastes pour le corps humain. Ok, d'accord. Très bien. Merci pour la précision. En tout cas, je pense que pas ça chez vous, quoi, ça, je veux dire. D'accord. Pour les tables, les chaises, tout ça, très bien, mais pas pour nous. Très bien. Je retiens. Par rapport à la pertinence de la technologie et l'utilisation pour demain, dans nos conversations avec M. Fustek, alors on a pris un petit peu aussi le contre-pied à se dire la technologie, oui, et justement par rapport au tech, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est là qu'on va voir, non pas l'opposition, mais il fallait essayer de créer un petit peu de tension quand même pour que ce soit, hein, mais la complémentarité, si vous voulez, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises technologies, donc toutes les technologies sont for good, toutes, sans exception, je pense. Voilà. Il y a deux questions centrales de mon point de vue. Il y a la question de la soutenabilité. Est-ce que la technologie telle qu'on veut la déployer est soutenable? Est-ce qu'on peut s'en servir durablement sans tout bousiller tout autour? Voilà. Et puis, bien sûr, la deuxième chose qui relève de l'évidence, c'est est-ce qu'on en fait bon usage? Est-ce qu'on en fait un usage pour le good? Voilà. Mais moi, je vais me centrer sur le premier point. On peut faire énormément de choses avec de la technologie avec très, très peu de moyens. Un exemple que beaucoup de gens savent que, comment dirais-je, le premier voyage sur la Lune, dans le vaisseau spatial, il y avait un ordinateur qui avait une mémoire de 70 kilooctets, qui représente à peu près la taille d'un mail. Voilà. Et puis d'un autre côté, pour l'agronome que je suis, aujourd'hui on a modélisé une vache. Voilà, et dans des ordinateurs et ainsi de suite pour en tirer le meilleur. Et la modélisation d'une vache, ça représente 200 mégas. Voilà. Tous ceux qui travaillent sur l'amélioration de la performance de l'agriculture à grands coups de technologie vous apporteront absolument la démonstration évidente qu'avec 200 mégas sur une vache, on fait beaucoup mieux qu'il y a très longtemps quand j'ai fait mes études. C'est évident. La question, c'est est-ce qu'on peut s'offrir ça durablement? Et de mon point de vue, la réponse est non.
Parce que quand on regarde un petit peu les chiffres que l'on a aujourd'hui sur les matières premières, eh ben on voit qu'elles sont toutes en situation d'épuisement très rapide, et ça fait froid dans le dos. L'indium, par exemple, vous savez, c'est le métal transparent là, qui permet de faire les écrans tactiles. Ben, on a une pénurie d'indium avec les meilleures sources. Hein. Je vous invite à les regarder. Bureau de recherche géologique et minière, USGS aux États-Unis et d'autres encore. Avant 2030. Voilà. C'est demain. Palladium, ça sert à faire des pots catalytiques. Problème avant 2030. Argent, or, zinc, avant 2030. Il y a une étude du Shift Project qui est sortie, c'est les meilleurs spécialistes de l'énergie climat en France en ce moment, qui vient de sortir. Problème de pénurie d'énergie, pétrole, gaz, énergie fossile, hein, en Europe, avant 2030. Voilà. Donc la question n'est pas de savoir si la vache à 200 mégaoctets, c'est vachement mieux que, c'est le moment de le dire, vachement, que la situation où on faisait nos calculs à la main pour savoir combien on allait obtenir de litres de lait. Voilà. C'est bien sûr beaucoup mieux, c'est est-ce qu'on peut se l'offrir? Et la réponse est non. Donc en fait, les low-tech, à quoi ça sert? Ça sert à simplifier tout ce qu'on peut simplifier pour pouvoir s'offrir les high-tech quand on en a vraiment besoin. Moi, je n'ai pas envie que tous les chercheurs qui bossent sur le vaccin là, en ce moment du coronavirus soient low-tech. Je ne veux surtout pas ça. Ouais. Je n'ai pas envie que mon dentiste soit low-tech. Avec une tenaille, non, je n'ai pas envie. Voilà, on est d'accord. Par contre, effectivement, le maillot de bain qui sonne, qui fait sonner le téléphone quand on a pris trop d'UV, bah, peut-être qu'on peut s'en passer. La couche culotte qui sonne quand elle est pleine, enfin qui fait sonner votre téléphone quand elle est pleine, peut-être qu'on peut s'en passer. Et puis, on peut faire une longue liste comme ça. Hein, la voiture connectée, Star Trek, machin truc. En attendant, Renault a fait presque tous ses bénéfices des 10 dernières années avec la Logan, qui est une voiture low-tech. Vous voyez? Et donc, en fait, la question, c'est de... On sait qu'on rentre dans un monde de ressources rares. On sait, c'est évident. Il y a des gens qui ne veulent pas le croire comme ils n'ont pas cru qu'on pouvait avoir une grande pandémie. Puisque ceux qui l'ont annoncé il y a 5 ans, on disait oui, d'accord, cause toujours tu m'intéresses. Bon, ben maintenant, on dit il va y avoir des problèmes de cette nature, d'accord, cause toujours tu m'intéresses. On n'a rien vu venir. On rentre dans un monde de ressources rares. Et donc, ça veut dire qu'il faut être sélectif sur les ressources que l'on consomme pour fabriquer les technologies dont on a vraiment besoin. Mais la high-tech à tout crin pour faire tout et n'importe quoi, comment dirais-je, la machine à laver d'aujourd'hui qui a plus de lignes de code qu'un ordinateur Windows 95, c'est la réalité. Hein. Et ben, ça n'a pas de sens, il faut arrêter ça. Bon, je ne suis pas sûre que ma machine à laver ait beaucoup plus de lignes de code qu'un ordinateur. Vous pouvez venir, Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez répondre peut-être à Monsieur Fustek sur ce domaine ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, la qualité par rapport à la quantité. Sur la qualité par rapport à la quantité. Sur la qualité, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a un très, très grand nombre d'algorithmes sur étagère pour faire l'intelligence artificielle et ces algorithmes nécessitent donc des grandes quantités de données qu'on doit aller rechercher évidemment sur des gros data centers qui sont d'ailleurs pas en France et c'est pas donc là il y a peut-être aussi une question de protection de nos données pour faire écho à ce qu'a dit Éric Bothorel et puis peut-être qu'on a un problème même de sécurité nationale sur la conservation de nos données, de nos entreprises en France. Donc je pense que l'innovation, puisqu'on parle quand même un peu du futur, l'innovation pour les entreprises, ça ne va pas être d'aller chercher sur étagère des technologies existantes pour faire la même chose que en fait, leurs concurrents. On pourra toujours innover comme ça. Je pense que les entreprises aujourd'hui, elles ne doivent pas être innovantes, elles doivent être créatives. Créatives par rapport à la connaissance de leur domaine et de leurs données. Et donc, une entreprise agricole ou autre, je ne sais pas, de vente de gâteaux secs ou n'importe quoi, la richesse de cette entreprise-là, c'est leurs données. Ce n'est pas les vaches. C'est la connaissance des vaches, ce n'est pas les gâteaux, c'est la connaissance du marché du gâteau.
Et cette connaissance-là, elle doit être modélisée de façon fine, parce qu'aujourd'hui, donc, les données qui sont renseignées la plupart du temps sur ces grandes bases de données, donc évidemment, elles sont renseignées par des hommes. Il faut déjà voir ça, parce qu'il y a même une économie derrière le renseignement des bases de données pour l'apprentissage des algorithmes, qui n'est pas très glorieuse, hein, puisqu'on fait travailler des personnes à très bas coût. Et en plus de ça, on leur demande pas un avis d'homme, mais on leur demande un avis de machine. On ne leur permet pas de pouvoir s'exprimer de façon, comme on fait tous, incertaine, imprécise. Ils doivent donner une réponse de façon sûre. Et donc, moi, mes recherches les portent sur justement cette modélisation de l'incertitude, de l'imprécision des données, pour permettre aux personnes, mais aussi aux algorithmes, de pouvoir dire qu'on n'est pas sûr, peut-être, qu'on n'est pas précis, parce que c'est deux choses différentes, hein, de façon à ne pas non plus prendre de décisions trop actives et sans l'intervention de l'homme en plus. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vois que le temps commence à avancer. Juste avant de terminer, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Alors, on en a déjà vu quelques-uns, hein, d'applications de vos domaines technologiques, un ou deux, très pratiques sur le monde de demain. Eva. Pour en revenir à cette histoire de latence et de la voiture connectée, là, l'idée, pour moi, ce serait plutôt d'orienter vers la sécurité, en fait. Par exemple, produire un freinage d'urgence. Et si on détecte un freinage d'urgence sur une voiture, on va pouvoir relier cette information aux voitures qui arrivent derrière. Donc, c'est pas la voiture connectée, c'est pas tous les... C'est pas juste la voiture toute seule, quoi. C'est pas juste la voiture toute seule, c'est juste... c'est plus orienté vers la sécurité. D'accord. De l'être humain. Et sinon, l'exemple aussi relatif à la latence, c'est dans le domaine de la télémédecine, pour pouvoir pratiquer, dans les cas bien précis et concrets, des opérations chirurgicales à distance. Alors, on est bien dans le forward, effectivement, en plein dedans. Monsieur Méchin? Juste pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, je pense que la technologie peut aussi aider à sauvegarder des ressources ou à en utiliser moins. Je pense par exemple, j'ai un exemple qui vient en tête sur un champ, on parlait de l'agriculture tout à l'heure, un agriculteur qui veut mettre de l'engrais ou du fumier qui est un peu plus naturel dans son champ, forcément toutes les parcelles de son champ n'ont pas besoin de la même dose de fumier ou d'engrais. Et donc il y a des choses qui se réfléchissent en ce moment avec quelque part une espèce de laser qui serait mis sur le tracteur, qui balayerait le champ devant le tracteur et qui ajusterait derrière le fumier ou l'engrais en fonction de ce que le sol a besoin quelque part pour donner le plus de légumes possible. Et donc, en partant de ça, à la fois, on économise donc, des ressources et on diminue la pollution du sol. Sachant que lorsqu'on met trop d'engrais à un endroit donné, forcément, derrière, ça ruisselle, il y a des nitrates, etc. Et donc là, dans ce cas-là, la technologie, clairement, permet de résoudre un problème et d'économiser des ressources. Et ce n'est pas finalement les ressources utilisées pour fabriquer le laser qui, quelque part, elles vont être négligeables par rapport aux ressources qui vont être gagnées en utilisant cette fameuse technologie. Et puis le deuxième exemple, c'est bien sûr tout ce qui est cellules photovoltaïques, par exemple, où évidemment, de plus en plus, on va vers des cellules qui sont de plus en plus efficaces et donc qui sont quelque part de plus en plus technologiques, où il y a de plus en plus compliqués à faire. Mais derrière, c'est quand même pour avoir un maximum d'énergie du soleil qui soit dans le réseau électrique français. Donc, je suis d'accord hein, sur le fond que quelquefois, il y a la technologie là où on ne devrait pas en avoir, où il n'est pas utile, mais dans certains autres cas, et là, on arrive, grâce à cette technologie, à économiser des ressources. Monsieur Martin, peut-être? Oui, je crois. Un exemple précis, alors, il faut que ça soit pratique en plus, pas facile. Hein, on est là. Alors, on peut en donner plein, donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire.
plein d'exemples pratiques qui peuvent être imaginés. Mais en tant que chercheur, moi, je ne pense pas à demain, je pense à après-demain. Parfait. Et donc, je pense que la technologie ne peut passer que par l'homme. Et donc, c'est l'homme qui va faire via la compréhension de l'homme qu'on pourra avoir une meilleure technologie, donc une meilleure réponse aux besoins que l'on a de façon durable. D'accord. Très bien, merci. Monsieur Fustek? Eh ben, écoutez, des applications basse technologie qui laissent les ressources en quantité pour les hautes technologies, il y en a plein. Voilà, un torchon pour s'essuyer les mains, par exemple, ou bien une brosse à dents pas électrique, ou bien, etc. Mais puisque vous me demandez un exemple concret, ben, moi je dirais, c'est pour ça que je suis là, dans le Trégor, depuis quelques années, la permaculture, c'est de l'agriculture low-tech. Très bien. Eh bien, merci. Merci à tous. Est-ce qu'on a des questions, Nathalie? Alors oui, en fait, on a une question sur comment voyez-vous l'évolution de la sobriété de code scientifique, hein, qu'il soit applicatif ou prospectif. Je pense que c'était une question qui fait suite à la référence de la connaissance du vivant qu'a évoqué M. Fustek. Alors, quelle dynamique voyez-vous dans l'évolution de la sobriété des codes scientifiques? Des codes scientifiques. Qu'ils soient applicatifs ou prospectifs. D'accord. Une petite aide des collègues. Pour vous. Vous avez le droit de faire appel à un ami. Je pense que derrière cette question, il y a la multiplicité des codes, des algorithmes qui sont toujours en ébullition. On refait aussi des choses. Et derrière ça, il y a assez peu de bibliothèques de code. Et donc, il y a, j'ai oublié son nom, donc une personne de l'INRIA de Paris qui justement œuvre pour conserver cette connaissance des codes et donc ne pas réinventer la roue systématiquement. Et donc, il a déjà récolté notamment des codes pour les premiers vols spatiaux. Donc, ces codes-là existent et ils ont été conservés. Je vais peut-être répondre à côté, mais c'est pas grave. Répondez toujours. Parce que les codes scientifiques, est-ce que c'est du code au sens informatique du terme ou est-ce que c'est les codes plus généraux de la science? Donc, juste ma petite contribution là-dessus. Sur la connaissance, il n'y a pas matière à avoir de la sobriété. Plus on accumule de la connaissance, plus on est intelligent, plus on est créatif, comme l'a dit M. Martin, et plus on s'en sort dans un univers compliqué. Donc, le seul domaine où il peut y avoir une forme d'infinité, c'est l'accumulation de connaissances. Donc, si c'est les codes scientifiques, là, effectivement, je sors d'une réunion avec une grande banque sur la sobriété numérique. Là, il faut faire des choses, c'est clair. Mais par contre, sur la connaissance scientifique et les codes scientifiques, si ça en fait partie, là, il n'y a pas matière à être sobre. Je pense qu'on peut... On est d'accord. Voilà. Je pense que le professeur d'université que nous avons autour de la table ne sera pas contre cette idée non plus, d'ailleurs. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon. Donc, du coup, je vais juste rappeler que, comme le disait M. Fustek, une idée, elle n'est pas forcément technologique, mais vous pouvez vous en servir. Alors, si vous ne les avez pas, ces idées, sachez que vous pourrez peut-être les trouver sur la plateforme à disposition. C'est Estelle Caraval qui l'a expliqué en tout début de présentation et de webinaire. La plateforme, c'est pour déposer des projets, c'est aussi pour déposer des compétences et bien sûr potentiellement pour en chercher. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, qu'elles soient orientées technologiques ou pas, que vous ayez des besoins pour vous aider ou pas, n'hésitez pas à déposer, c'est une vraie occasion pour réussir à faire émerger des projets. Je vous remercie tous et toutes et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.